kind of a stupid name is that, Fogel? What are you trying to be, an Irish R&B singer? Ugh, as if. There's a formula, a very simple formula. Everybody's a suspect. Lick it up, baby. Lick it up. 69, dudes. Et bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode enfin de Smell Latin Spirit, de Sans Latin Spirit même d'ailleurs, le podcast uniquement dédié au teen movie. Une fois encore, je suis avec la même équipe et ça me fait très plaisir de vous reparler à nouveau. Et je suis accompagné de Juliette. Bonsoir. D'Antonin. Bonsoir. Et de Hugo. Bonsoir. Et je me présente parce que c'est vrai qu'on m'a toujours dit que j'étais un peu l'invité mystère qui se présente pas, donc je me présente Tanguy, enchanté. Et pour ce troisième épisode, on va parler d'un film qui est un petit peu une grosse synthèse de ce qui aura été le teen movie pendant les années 70, que beaucoup connaissent peut-être de nom mais pas forcément dans son intégralité, puisque l'on veut parler de American Graffiti. American Graffiti, c'est un film qui est sorti en 1973 et qui est réalisé par George Lucas. Et donc tout d'abord, une fois de plus, pour commencer, qu'avez-vous pensé du film et surtout l'avez-vous vu avant cette émission? Je commence. Oui, moi je l'avais vu avant parce que j'ai eu toute une petite période où j'étais en mode mais qu'a fait George Lucas à part Star Wars en fait? Et du coup j'avais regardé THX et American Graffiti la suite, donc voilà, je l'ai revu pour le podcast. Et c'est un film que j'aime bien, que je trouve assez intéressant mais qui évoque en moi des sentiments paradoxaux, c'est-à-dire qu'il y a des trucs que je trouve très bien, des trucs que je trouve un peu plus compliqué, et c'est un film qui a des messages qui vont tellement dans tous les sens, enfin il est assez compliqué à aborder, et du coup, mais je l'aime bien quand même, je trouve que par exemple dans la forme, il est assez exceptionnel et assez intéressant, donc du coup c'est pour ça que, bref, c'est un film que j'aime bien. Mais toi, Antonin? Moi je l'avais déjà vu il y a quelques années, je sais plus trop pourquoi, je pense que c'était un peu peut-être pour découvrir aussi la filmographie de George Lucas, et du coup là je l'ai revu une deuxième fois pour le podcast. C'est un film que j'aime bien, enfin tout son propos sur la nostalgie dont on va sûrement parler, c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Après je trouve que juste rythmiquement, enfin autant rythmiquement le travail sur le montage est très bon, mais je ressens quand même, je pense, une certaine lassitude à force des déambulations en voiture. C'est un film qui me passionne pas tout du long, quoi. Donc voilà, c'est pas un film que j'adore, mais il est vraiment très intéressant et emblématique, enfin, d'un certain teen movie, quoi. Bah, je partage plutôt votre avis en fait à vous deux, parce que je sais que Hugo a un avis un peu plus différent. Donc c'est vrai que c'est un peu, je trouve que c'est un film qui est très intéressant dans ce qu'il montre en fait en termes d'esthétique, en termes de montage, en termes de narration en fait, surtout au niveau de sa narration que je trouve le film vraiment super intéressant. Mais de même en fait, on va en parler un peu plus tard, mais c'est vrai que j'ai quelques petits reproches en fait à y adresser. Mais je sais que Hugo, toi, c'est pas forcément de cet avis, toi. Oui, moi en fait le film, je l'avais vu une première fois quand j'étais ado, un peu voilà, comme vous, pour découvrir un peu ce qu'avait fait George Lucas avant. Et en fait, pour être honnête, je l'ai revu hier soir pour vraiment me préparer parce que je suis un bon élève. Et vraiment hier soir, j'ai aimé, mais vraiment au centuple en fait. Vraiment, j'ai senti vraiment. Enfin, c'est le genre de film où j'étais vraiment plongé dedans. Et à un moment donné, on voit plus, disons, le temps passer. Ou comme c'est vraiment un film qui se passe vraiment sur un espace-temps vraiment très réduit, sur une nuit. J'ai vraiment eu la sensation d'évoluer, de vivre dans le film en fait avec les personnages. Et c'est très intéressant pour plein d'aspects d'un point de vue société, d'un point de vue historique dans le genre du teen movies et puis même dans le cinéma américain. Et puis même dans le film en lui-même, c'est un film qui a inspiré énormément d'autres films très variés. Je pense que j'avais vu que c'était Mathieu Kassovitz qui le citait comme principale influence pour La Haine, alors que ça a vraiment, enfin on penserait que ce serait plutôt du côté de Spike Lee, mais en fait rien que le principe d'utiliser de la musique préexistante, parce que la bande son est exceptionnelle, ou le principe de se dérouler sur un espace-temps très réduit, parce que La Haine c'est sur 24 heures, c'est des personnages qui divaguent un peu, etc. Donc de La Haine jusqu'à je sais pas, jusqu'à Days and Confused de Richard Linklater. Donc non, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup. Ah, c'est vrai qu'on en parle, mais effectivement on n'a pas encore expliqué qu'est-ce que raconte finalement American Graffiti. Donc je peux m'en charger. Donc concrètement, le film se déroule sur l'espace d'une nuit, donc à peu près 12 heures maximum. On a juste une petite scène au petit matin en fin de film, où on va suivre l'aventure de 4 amis de lycée. Donc on aura John, Terry, Steve et Kurt. Et
Ils vont d'abord se retrouver autour d'un diner, qui va être un élément assez central en fait au film. C'est un lieu qui reviendra extrêmement souvent. Mais finalement, en fait, chacun, durant cette nuit, qui est en fait leur dernière nuit ensemble, chacun en fait finalement va vivre un peu sa propre aventure, comme s'il s'émancipait de cet esprit de groupe et d'enfance finalement. Et tout le film en fait est un récit initiatique, mais un récit initiatique quadruplé, puisque chacun va véritablement vivre son émancipation d'une manière très différente. Et c'est au final ce qui donne la force du film, mais presque en fait sa faiblesse, c'est-à-dire que c'est un film qui repose énormément sur le montage alterné. Et là-dessus, je sais que c'est un peu sur le point sur lequel je suis plus critique, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a un certain déséquilibre en matière au niveau de la narration en fait d'une histoire à l'autre. Mais alors attends, on reparle de ça après. Ah bah on parlera de ça et tout. Mais c'est marrant que tu parles d'un récit initiatique, puisque moi justement je trouve que le film fait semblant d'en être un, et finalement n'en est pas un, et qu'on pense que ça va être un récit initiatique et qu'on part de ce principe, et qu'en fait les personnages évoluent pas, et à la fin du film ils ont fait que tourner en rond et personne n'a changé. Alors si on aborde le sujet tout de suite, du coup on parle de la fin tout de suite. Oui, la fin, oui, mais en fait j'ai l'impression qu'on part justement de l'idée que ça va être un récit initiatique, et que finalement tu les vois tous déambuler dans la ville pendant toute la nuit, à tous revenir aux mêmes endroits, et à tous finalement revenir au point de départ, et qu'on croit qu'il y a une initiation. Et en fait non, c'est genre un road movie où les routes ne mènent nulle part. J'ai l'impression que le seul quand même qui évolue un peu, c'est le personnage de Richard Dreyfuss, qui hésite pendant longtemps à rester une année de plus et pas partir à l'université, et finalement c'est on sent à la fin qu'il a pris sa décision finalement de partir. Moi je trouve quand même qu'il y a eu une évolution sur les deux personnages principaux, de Richard Dreyfuss et de Ron Ward. Parce qu'il y en a un qui très clairement dès le début a envie de partir, etc. Même s'il a une copine, c'est Ron Ward. Et puis le personnage de Richard Dreyfuss qui hésite un peu tout au long du film. Et justement à la fin on voit que chacun a pris un peu une décision opposée. Ouais, mais justement, donc, selon moi, le fait qu'ils inversent leurs décisions, du coup, il n'y a pas d'avancement. Mais en fait, je disais pas ça de manière négative pour le film. Au contraire, je trouve que c'est un truc très beau du film. Le fait qu'en fait, finalement, c'est juste des mecs qui tournent en rond. Et en fait, le fait que finalement Steve ne part pas, selon moi, s'annonçait plus ou moins dès le début, en fait. Le fait qu'il va rester avec sa copine, parce que dès le début, c'est dans sa voiture à elle qui monte, ou des trucs comme ça, tu vois. Et bref. Voilà, je pense que c'est un peu annoncé en un sens. Dans un sens, je pense que c'est assez annonceur, et à mon avis, c'est surtout pour renforcer un petit peu cet esprit d'œuvre en fait presque ancrée dans son temps en fait. C'est-à-dire que donc du coup, le film est sorti en 73 et se situe 10 ans avant, donc en 63. Et on sent au travers du film, donc qui est énormément basé sur la propre vie de George Lucas, où en fait c'est vraiment comme s'il voulait que rien ne bouge en fait dans cette époque, que tout soit extrêmement figé, que du coup donc voilà en fait on a un peu ce côté très anti-road movie finalement, où la moindre excursion, parce que c'est ça en fait, c'est que l'une des grosses particularités du film, c'est que quasiment toutes les déambulations des personnages se font en voiture. On a très très peu de scènes où juste les personnages touchent le sol, littéralement. Et finalement c'est ça en fait, c'est que on a vraiment en fait, c'est un peu comme si c'était un... s'ils restent dans la ville, ils refont les mêmes pâtés de maison. C'est ça en fait, c'est presque un musée en fait, c'est une sorte de musée qui refait éternellement son trajet. Et en cela en fait, c'est ce qui pour moi rend rend le propos intéressant. Ouais, c'est ça en fait, c'est que c'est une émancipation, mais dans un temps en fait qui a déjà eu lieu en fait. Et je trouve que c'est le personnage de John qui cristallise le mieux ça. Il est plus vieux que les autres, il est complètement bloqué dans son temps, il n'arrive pas à communiquer avec la jeune génération. C'est celui quand les Beach Boys passent à la radio qui dit « Oh, moi j'aime pas cette musique, c'était mieux le rock'n'roll avant et tout ». Je trouve et c'est celui d'ailleurs qui ne fait rien à la fin, quoi. C'est-à-dire que... Puis même, je crois qu'il y en a un qui dit mais tu veux pas partir, mais tu veux finir comme John. Donc John qui représente cette espèce de loup solitaire, éternel, adolescent, et complètement bloqué dans ce rôle. Et qui cristallise parfaitement, comme tu dis, le fait qu'on est dans une époque figée, en fait. Oh, you're Judy's little... Oh, shit. How old are you? Old enough. How old are you? I'm too old for you. Can't be that old. Listen, I think you better go back and see with your sister. Hey, where are they anyway? Are they coming back or something? This is a joke, right? It's better be a joke, because I'm not driving you around. You asked me.
What's the matter? Am I too ugly? Judy doesn't want me with her, and now you don't want me with you. Nobody wants me. Even my mother and father hate me. Everybody hates me. Nah, they don't hate you. Throw me out, I'll scream. Oh, no. Stay cool. Everything's all right. We'll find your sister. Can't be too hard to find. Oh, shit. Hey, get out. Hey! Hey, this is what they call copying a field? What? No, get out. You know. What's your name? My name? Mud. If anybody sees you. Il y a à la fois ce côté époque figée, dans le sens jeunesse idyllique et presque fantasmée, et on a aussi beaucoup en fait on a un côté très nostalgique, mais surtout vraiment une nostalgie presque, comment je pourrais dire, presque... Désabusé. Désabusé pas forcément, mais surtout très mélancolique en fait, Ouais, c'est Bah, par rapport à cette enfance-là. C'est clairement le premier teen movie, en tout cas, à montrer l'adolescence d'un point de vue très nostalgique, très mélancolique. Parce que, enfin, ça a été, de toute façon, de l'histoire du teen movie, c'est peut-être le premier teen movie en genre en lui-même, qui a posé les bases avec les codes, etc. Ouais, il a installé les clichés. Et après, parce qu'avant, je pense le teen movie, enfin le film qui se rapprochait le plus teen movie et qui était sorti avant, c'était La Fureur de vivre, qui avait un impact. Mais La Fureur de vivre, c'est plus un drame avec des protagonistes adolescents qui explorent l'adolescence, la rage adolescente, mais c'est pas forcément un teen movie avec les codes comme on l'entend maintenant. Bah, par exemple, les adultes sont quasiment totalement absents du film dans American Graffiti. Ils sont même totalement absents. À part Bah, il y a les il y a la fin, proviseurs, à la fin, ouais, quand ils disent au revoir à la c'est fin, ça, mais voilà. autrement, Mais sinon, toute l'intrigue, en fait, c'est uniquement eux, livrés à eux-mêmes dans une ville où, en soi, ils nous donnent l'impression, par le fait qu'il y ait la voiture, puisque c'est toujours, on a toujours cette image dans beaucoup de teen movies, que la voiture, c'est le symbole de la liberté. Et au final, on se retrouve avec des personnages qui, soi-disant, donnent l'impression de maîtriser la ville sur les doigts de la main, mais au final, ne font que les mêmes trajets éternellement, et reviennent toujours, en fait, au même point du diner, qui est un peu leur repère. Leur repère sans en être un. Oui, et puis après tu l'as dit, le film est vachement autobiographique parce qu'il se passe dans la ville de Modesto, c'est là où George Lucas a grandi. Puis même le personnage principal de Richard Dreyfuss, enfin là ça m'a vraiment sauté aux yeux, mais il ressemble comme deux gouttes d'eau au George Lucas de l'époque, c'est-à-dire George Lucas tel qu'on le connaît maintenant, avec toujours des vestes, des chemises de bûcheron à carreaux, etc. Et non, mais et puis même ce qui est très intéressant, c'est de voir que le personnage principal de Richard Dreyfuss apparaît comme observateur en fait de l'adolescence en lui-même. J'ai l'impression que c'est clairement l'étendue de la vision de George Lucas. On voit le film vraiment à travers les yeux de ce personnage principal, mais il y a plein de scènes où, comme il est très mélancolique parce qu'il sait qu'il va bientôt quitter cette ville au bout de quelques heures, sa dernière nuit, il y a plein de scènes où on le voit un peu divaguer, il y a une sorte de fête de bal dans le lycée pour les nouveaux arrivants, et lui il est là, il observe, il parle à personne, il regarde un peu, et on observe avec lui, et ça pose vraiment un regard mélancolique, un peu comme lui, et c'est vachement intéressant. Mais complètement, mais j'avais lu dans un article que je vous conseille, qui est écrit par Jake DeWitt et qui s'appelle The Cars of American Graffiti, qui parle donc pas mal de personnages, du personnage de Kurt, et qui dit dedans que c'est vraiment celui qui est le plus un individu en fait de tous les personnages du film, et que ça se voit particulièrement par rapport à son rapport avec la voiture en fait, que c'est l'un des seuls que tu vois presque jamais dans sa bagnole, et sauf à la fin en fait, et que du coup en fait c'est beaucoup plus un individu et qui se plonge beaucoup plus d'ailleurs dans le mythe, parce qu'en fait la seule fois où tu le vois vraiment conduire sa voiture, c'est quand il part tout seul là pour retrouver pour avoir l'appel de la meuf mystérieuse qu'il a croisée dans la voiture, et du coup c'est intéressant que le seul moment où il monte dans sa voiture, ce soit le moment où il rejoint une espèce de mythe, ou même il vit un film en fait dans le film, et donc comme tu dis ça représente vraiment Lucas quoi, du coup en plus tu vois déjà le cinéaste qui est plongé dans ses codes mythes. Non, et puis ouais. Vas-y. Juste parce que je voulais rebondir sur la notion de film dans le film. Il y a aussi des références, on parlait de La Fureur de vivre, mais il y a une référence quasiment explicite à James Dean, la course de voiture à la fin. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a un des personnages qui frôle la mort, comme James Dean est mort en course de voiture, et finalement il en réchappe, et il y a un côté un petit peu
dérive de la réalité, enfin une sorte de rendre hommage et de dérive de la réalité. Il y a aussi un moment, je sais plus si c'est le personnage, alors j'ai oublié le nom, celui qui a des lunettes, voilà, qui a Oui, acheté celui une de super Terry, voiture, Terry. qui dit à une blonde pour la draguer qui ressemble à Connie Stevens. Alors il me semble que c'est une actrice à peu près de la même époque, enfin il y a pas mal de références aussi à... Bah, après, le film est vraiment. Après, c'est plus dans l'aspect historique, mais ce qui paraît dingue, c'est que le film est sorti en 1973 et qu'il est censé se passer autour de 1962 à Modesto, en Californie, et que c'est à peine, quoi, c'est 11 ans, 10 ans. Alors que, et quand on voit en fait la société de 1973 américaine et la société de 1962, il y a l'impression d'avoir un complètement gouffre. changé. Parce qu'en fait, les 10 années qui se sont écoulées entre les deux, il y a eu tellement de choses. Il y a eu la mort de Kennedy, il y a eu le Vietnam. Il y a tellement de choses qui ont changé. Alors que si aujourd'hui, par exemple, on ferait un film qui se passe en 2008 ou en 2009, enfin, il n'y aurait pas non plus des masses, quoi. Mais là, disons que c'est tellement... Enfin, ça paraît tellement être une époque, et c'est très nostalgique par rapport à ça, parce qu'à la fin, on voit... il y a une sorte de petit indicateur qui dit le futur qui arrive, enfin qu'est-ce qui est arrivé à chaque personnage, et il y en a quand même 2 qui sont morts, dont un qui est mort au Vietnam, quoi. Donc c'est pour vraiment dire le... Enfin, puis même après ça paraît dur à imaginer maintenant, mais à la fin des années 60, début 70, George Lucas était quand même assez plongé dans la contre-culture, même, enfin, si on voit THX, enfin ses premiers films, etc., c'est très expérimentaux, très contre-culture, et il voulait faire beaucoup de... Enfin, toutes ses œuvres étaient en rapport ou en métaphore sur la guerre du Vietnam, sur l'époque, etc. Et on retrouve un peu de ça. Bien sûr, c'est dans un enrobage plus commercial, mais on retrouve de ça dans American Graffiti. Et je pense qu'il il a jamais autant mis de cœur, je pense, dans un film que dans American Graffiti. Et c'est la fin de ma phrase qui était très longue. What did you say? Wait, what did you say? What did you say? Quick, hang a right. What? Why? Steven, cut over to G Street. I just saw a vision. I saw a goddess. Come on, you gotta catch up to her. You see anything? Come on, Kurt. We can't be spending half the night chasing girls down for you. Lori, I'm telling you, this was the most perfect, dazzling creature I've ever seen. She's gone. Get it. She spoke to me. She spoke to me right through the window. I think she said, I love you. That means nothing to you people? You have no romance, no soul? Someone wants me. Someone roaming the streets wants me. When you turn the corner. Oh, Kurt. Mais là-dessus, en fait, c'est que je trouve qu'il y a... certes, voilà, il y a ce côté où vraiment on sent le choc des années, en fait, le choc des cultures et des générations entre la date de sortie du film et la date de ce qui se passe, mais je trouve qu'en fait, le film conserve, peut-être ironiquement, je pense, par rapport au carton de fin, en fait, une certaine naïveté, en fait. Justement, je trouve que, voilà, par exemple, il y a un moment, il y a une discussion entre deux personnages où il dit, oui, je connais quelqu'un qui adorait serrer la main de Kennedy, etc. En fait, on sent que le film essaye de capter de manière très explicite la naïveté de cette époque-là, en fait, où tout leur était possible, etc. Et pour moi, voilà, le carton de fin qui arrive, en fait, littéralement comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire qu'on finit avec cet avion qui s'envole, et là, d'un coup, on a le texte qui nous revient à la dure réalité du... Tel personnage est mort dans un accident de voiture, tel personnage est mort au Vietnam. Lui, il fait un métier chiant. Voilà. Lui, il fait un métier, lui, je crois qu'il est agent d'assurance, et lui, il est écrivain parce qu'il est parti. C'est un retour à la réalité, en fait, qui est assez brutal et inattendu, en fait, finalement. Surtout pour une œuvre, en fait, comme celle-ci, où justement, pendant tout du long, on était sur une certaine légèreté dans... Voilà, en fait, à aucun moment, véritablement, si ce n'est le fait de partir de la ville, on a vraiment ces personnages qui parlent de ce qu'ils veulent devenir plus tard. On n'a pas du tout, alors que c'est des questions qui sont pourtant proéminentes dans beaucoup de teen movies. Là, à aucun moment, il y a le véritable questionnement du je veux devenir ça, je veux devenir ça. Non, pour l'instant, ils vivent leur instant dans leur voiture, avec les rencontres qu'ils font. Et là, ils disent juste peut-être je vais partir là. Et là, en fait, c'est justement, on voit le choc est d'autant plus présent avec ce retour à 1973, où là, il me dit voilà, maintenant on est dans une époque qui est beaucoup plus sinistre et beaucoup plus réelle. Et en cela, en fait, c'est pour moi, c'est ce qui ajoute beaucoup à cette mélancolie au film, finalement. Et même ils reviennent eux-mêmes, les personnages, en arrière, puisqu'ils reviennent au bal de promo de l'année, de la nouvelle année, alors qu'ils sont plus au lycée, quoi.
que s'ils revivaient, ils voulaient revivre voilà, leurs années lycée. Et, c'est ça, ils ont un regard eux-mêmes sur le passé en plus de celui de George Lucas. Quoi. C'est ça en fait, c'est un regard qui est très nostalgique, mais qui n'utilise pas forcément la nostalgie comme un véritable un porte-étendard d'une meilleure culture, d'un meilleur monde. C'est juste en fait, voilà, c'est au contraire, c'est un regard plus compatissant en fait. Je pense que c'est ça en fait, c'est que c'est un regard beaucoup plus compatissant avec où on nous dit voilà, ça c'est un. Où en fait on met vraiment en comparaison l'innocence des anciennes générations avec ce que vont connaître les futures générations. Et là, on retrouve exactement ça quand ils vont revoir le bal des années précédentes. Oui, pareil, ils observent. En fait, il y a vraiment, de toute façon, c'est un film qui est beaucoup sur de l'observation. C'est que de l'observation. Il n'y a pas de véritable. Il y a des fils conducteurs narratifs, évidemment. Oui, et encore, c'est la radio, le fil conducteur de. C'est ça, c'est un film d'errance en fait. C'est ce que j'aime appeler un film d'errance. Des gens qui cherchent d'autres gens à chaque fois, c'est toujours allez, t'as pas vu machin. Voilà, ils n'arrivent jamais à se croiser. D'ailleurs, il y a ça, ils sont tous enfermés dans leur propre voiture, dans leur propre espace, et ils n'arrivent pas à communiquer, ils n'arrivent pas à se croiser. Oui, non, mais c'est pas de la nostalgie, enfin si, mais c'est de la plainte, quoi. Clairement. C'est triste. Non, moi je pense que quand même il y a une nostalgie assez comment dire. Oui, non mais si, c'est de la nostalgie quand même, mais triste quoi. Enfin. Oui, triste parce que moi je trouve que c'est doublement triste parce qu'il y a double nostalgie. Il y a à la fois une nostalgie pour l'adolescence en tant qu'adulte, George Lucas qui se replonge dans son adolescence, etc. Et une nostalgie aussi d'un point de vue société, parce que même si voilà, c'est la société des années 50, c'est tout ce que les jeunes des années 60 ont voulu détruire, le consumérisme, etc. Mais il y a quand même c'était quand même une époque, les années 50-60, où l'Amérique quand même était à son plus grand niveau, à sa plus grande échelle. Enfin voilà, c'était les voitures de partout. Enfin, c'était vraiment l'Amérique à son règne suprême. Et quand on voit l'Amérique, comment elle a été laissée en état à la fin des années 60, début 70, c'était quand même le président qui envoyait des millions de jeunes à la mort pour rien, quoi. Pour endiguer un combat, quoi. Donc non, je pense qu'il y a une double nostalgie. Après, c'est un film qui est super mélancolique. Parce que vraiment, il y a vraiment quelque chose, on sent le temps passer en fait. Moi c'est ce qui m'a frappé quand je l'ai revu. On sent vraiment en fait le temps passer, les moments passer. Et après je trouve que c'est au niveau du rythme, mais je trouve que les scènes sont de la bonne durée. Je pense que le dosage, le montage est très réussi. Mais après c'est personnel aussi. Le montage est d'ailleurs très rythmé par les musiques, il y a des musiques tout le temps. Ça c'est incroyable. Mais c'est pour moi une des plus grandes réussites du film. C'est que clairement la musique. Tout l'aspect musical est extrêmement bien foutu, extrêmement bien rendu, mais de toute manière, je trouve que voilà, Juliette, tu parlais rapidement de la radio en fait, qui servait de fil conducteur, mais pour moi c'est presque un personnage en soi. Oui, carrément. C'est un personnage en soi, puisque. Il apparaît d'ailleurs. Il apparaît, et même d'ailleurs, je trouve aussi que le personnage du chroniqueur radio a aussi une certaine symbolique en fait, justement par rapport à cet aspect nostalgique, c'est-à-dire que. Donc voilà, on découvre en fin du film que donc Kurt va à la station de radio et découvre que la voix de l'animateur radio est une voix préenregistrée et ce à quoi il pose la question à celui qui est chargé de balancer les bandes et il lui dit concrètement voilà que en fait c'est la voix de l'animateur qui est donc Wolfman qui en fait est juste partout en fait. C'est presque en fait voilà, on a cette idée de culture commune. C'est une idée voilà, de culture commune, du fait qu'en plus tous les personnages dans leur voiture écoutent tous la même radio. Et c'est, Mais après, juste pour revenir sur ça, en fait, on découvre quand même que la personne qui rencontre dans la station de radio, c'est bien le Wolfman qui enregistre en direct. Il y a quand même, il lui fait croire c'est comme s'il essaie de garder comment dire. Le mythe quoi. Un peu comme le Père Noël. C'est un peu comme le Père Noël. Le côté on veut continuer à croire à un mythe, même si c'est un peu réel, si c'est réel ou pas. Mais cette scène dans la radio, moi je l'aime beaucoup parce que je pense qu'en un sens, c'est le climax du film en fait. Et c'est le plus silencieux, c'est le moment le plus calme du film où je sais même plus si c'est quand on n'entend plus la musique, il est là et on dirait un climax existentiel en fait. Soudain il s'assoit et là il comprend tout justement. Je pense que être dans la radio qui guide tout le monde lui fait voir finalement l'étendue de tout ça et toute la dimension mythique et c'est super beau comme moment, un climax mais
super doux finalement, le moment le plus calme du C'est film. vrai qu'il y a quasiment une dimension mais mythologique quoi, Mais cette carrément. scène-là. Enfin, Bien sûr. tu penses En plus, c'est le, quasiment c'est le Wolfman quoi. ouais, c'est ça. Moi, je pense quasiment au film de David Robert Mitchell là, comme ça, avec dans Silver Lake. Ouais, la rencontre avec le créateur. Quelque part, il y a un côté un peu comme ça il rencontre Bah, ouais, en fait, c'est ça, c'est une le créateur de sa culture, C'est ça. de soi-même quoi, quelque part. Complètement, non, c'est ça en fait, c'est cette idée de. Même c'est ça en fait, c'est qu'il y a aussi cette idée déjà de. C'est une scène qui montre un peu la destruction du mythe en final. C'est déjà une certaine érosion en fait de ce rêve des années 60, où là voilà, en fait, bah c'est. On a cette voix qui accompagne tous les personnages, qui accompagne même toutes les scènes, hein, quasiment toutes les transitions des scènes, ça va être des commentaires du Wolfman. Et au final, voilà, quand il arrive, bah, c'est un endroit sans musique, c'est le silence et c'est le gars qui mange ses esquimaux en C'est ça, dos, voilà, c'est... En fait, ils se rendent compte que voilà, derrière cette vie idéalisée, bah, il y a pas grand-chose en fait. Il se passe que c'est le banal en fait. C'est le banal et c'est très loin de ce que pensent vivre les jeunes durant leur nuit là en fait. Je sens presque une influence chez Tarantino. Enfin, j'ai l'impression que Tarantino il a repris pas mal ce genre de choses. Mais juste pour rester dans le cadre de la musique, mais je trouve qu'on sous-estime vraiment l'apport de George Lucas dans le nouvel Hollywood. En fait, c'est pas forcément le cinéaste qui est le plus cité, parce qu'après Star Wars est devenu une grosse machine, etc. Mais clairement, le film qui est sorti, c'est 1973, American Graffiti, c'est clairement un film du nouvel Hollywood. Et la manière dont il utilise la musique un an avant Mean Streets de Scorsese, qui est réputé pour l'utilisation de musique préexistante, là, la bande-son du film, il n'y a pas une scène où il n'y a pas une musique préexistante. Et je crois que ça a été le premier film avec une BO non originale qui a autant de succès, parce que les gens, en mettant le disque, se replongeaient vraiment 10 ans en arrière, 11 ans en arrière, quoi. Et le mix, comment le mix est fait, on a vraiment l'impression d'entendre la radio tout au long du film. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve avec le dernier Tarantino, où il y a pareil une radio qui est... Comme le film se passe beaucoup en voiture aussi, Once Upon a Time in Hollywood, on entend vraiment cette radio-là tout du long. Et puis même si on écoute, pour ceux qui ont écouté la soundtrack, l'album soundtrack de Once Upon a Time in Hollywood, il a vraiment structuré ça comme une sorte de radio avec des interludes, etc. Donc forcément que Tarantino a été inspiré par American Graffiti. Bah, même dans ce côté errance en fait finalement. Après, bien sûr, oui. On fait pas un épisode sur Once Upon a Time, mais, non. mais on a aussi ce côté où dans le film, voilà, c'est pareil, on a également deux personnages qui errent un peu en voiture, en ville, bien sans sûr. Véritable but précis, tout du moins vraiment pour une grosse partie du film, et pareil, rythmé en le revoyant hier, j'y ai beaucoup pensé à Once Upon a Time. Ouais. Dans le côté errance, dans le côté la gestion du temps, comment le temps est... American Graffiti, ça dure pas 2h50, mais il y a quand même une sorte d'élargissement du temps qu'on retrouve, et même il y a il y a un moment donné, après je sais pas parce que on est au lendemain de la victoire de Brad Pitt, qu'on a vu Brad Pitt partout, mais il y a des scènes entre John quand il prend la fille beaucoup plus jeune dans sa voiture là, et les deux, la complicité qu'il y a entre les deux, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu des flashbacks de Brad Pitt et Margaret Qualley quand ils sont en voiture dans le dernier Tarantino. Où je voyais cet aspect-là entre le mec qui est là, qui veut pas être dérangé, qui sait que c'est pas tellement bien d'être avec une fille aussi jeune, machin et tout, et puis, je sais pas, une sorte d'errance qui m'a rappelé beaucoup, peut-être c'est dans l'image, quoi. Effectivement. Well, I'm supposed to go to college back east tomorrow, and I don't know if I'm gonna go. I don't know. Wait a minute. Have a popsicle. Have a No, Huh? no thanks. Sit down a minute. It's early in the morning. Damn. I can't talk for the Wolfman, but I can tell you one thing. If the Wolfman was here, he'd say, get your ass in gear. The Wolfman comes in here occasionally, bringing tapes, to check up on me and whatnot. Yeah. And the places he talks about that he's been, the things he's seen. And there's a great, big, beautiful world out there. And here I sit, sucking on popsicles. Why don't you leave? I'm not a young man anymore. And the Wolfman gave me my start in the business, and I like it. I tell you what, if I can possibly do it tonight, I'll try to relay this dedication in and get it on the air for you later on. That would be terrific. Really. Thanks. Yes, man.
Hey, it's been a pleasure. Thanks a lot. Really. I appreciate it. Sticky little mothers, ain't they? They really 6 or 7 of them, right? I know. I got a whole refrigerator full. Thanks a lot. See you later. Appreciate it. Pour nous remettre aussi, remettre dans le contexte en fait, parce que pour montrer à quel point le film reste symbolique dans Nouvel Hollywood, c'est que même les personnes qui ont entouré le projet sont des noms assez gros. C'est Coppola, c'est grâce voilà, à Coppola que Coppola qui produit le film, produit aussi par Gary Kurtz, qui aura produit après les Star Wars et qui aura beaucoup suivi la carte de Lucas. Et même justement tout ce qui est design sonore, c'est Walter Murch qui fera le montage, qui sera le monteur plus tard de entre autres Apocalypse Now. Donc c'est pour ça, on a beaucoup, voilà, donc déjà Walter Murch avait déjà un bon entraînement avec American Graffiti, parce que c'est ça, la spatialisation du son tout au long du film reste vraiment ultra importante. C'est-à-dire que en soi, en plus c'est forcément la BO, c'est une succession de hits assez indécente, faut admettre. Enfin voilà, on a du Buddy Holly, on a les Beach Boys, on a parlé, on avait qu'est-ce qu'on avait d'autre, on a du Fats Domino, on avait plein de choses vraiment. Vraiment voilà, à chaque fois c'est que des musiques qui ont traversé les années, mais qui arrivent à ne pas être trop prépondérantes pour qu'on... En fait, elles arrivent vraiment à servir de décor en fait. Elles apportent au décor. Et elles disent quand même quelque chose, après ça c'est un petit trivia Teen Movies, mais en gros le film s'ouvre avec le premier hit vraiment rock'n'roll, c'est le premier tube rock'n'roll qui est arrivé numéro 1 aux charts américaines. C'est... Attendez, je retrouve le nom. C'est Rock Around the Clock. Rock Around the Clock, voilà, c'est ça, exactement. Et c'est une musique qui est au début d'un film qui s'appelle Graines de violence, Schoolboard Jungle en anglais. Et c'est un film qui se passe, c'est clairement un film de Juvenile Delinquent Films, un peu comme les films avec James Dean, qui se passe dans une sorte de lycée avec une classe complètement horrible, etc. Mais en tout cas, le film était célèbre parce que ça a été le premier film à mettre une musique populaire de l'instant, du moment, des années 50, au début de son film, alors que le film n'est pas du tout fun ni quoi que ce soit, hein. Mais de le mettre comme ça au début, et je pense que ça fait un peu écho à ça, et puis dès les premières notes on est plongé en 1962 quoi. C'est que d'une part on a... C'est ça en fait, c'est surtout qu'en plus d'une part le film commence, on a cette musique là, et voilà le plan emblématique sur le diner qui rend la chose en fait avec... Même il me semble que c'est un plan en plus qui dure assez longtemps, où voilà on voit justement tout... on voit en fait le temps que le générique défile, on a justement la vie des voitures, etc. Donc on est déjà en fait dans une sorte de posture en fait de spectateur au final, une posture de spectateur qui nous suivra tout au long du film, mais où vraiment on nous prend déjà à observer ce qu'était l'Amérique en 63. Mais tu sais que le fait qu'on soit que observateur et qu'en soi il n'y ait pas de fil conducteur autre que la musique, c'est ce qui a fait qu'au départ personne ne voulait produire le film parce que les mecs disaient rien ne s'y passe, et en plus il disait aussi qu'il y avait un problème avec le titre, qui était complètement hors sujet et on comprenait pas ce que voulait dire le titre. Et du coup, j'ai trouvé 2 propositions qu'il y a eu. Alors, il y en avait, je crois, les producteurs voulaient l'appeler Another Slow Night in Modesto. Et Coppola voulait l'appeler Rock Around the Block. Voilà. Rock Around the Block, ça aurait été rigolo. Ça aurait été rigolo, mais bon. Parce qu'ils étaient perdus avec l'American Graffiti. Mais pourquoi enfin, j'aimerais bien savoir pourquoi, Georges ? J'aimerais bien savoir pourquoi en même temps. Effectivement. Pourquoi l'American Graffiti ? Personne n'a fait ses devoirs ici, personne ne sait. Mais quand même, moi, ça m'a pris un peu quand même à rêver. Qu'est-ce que ça aurait donné de George Lucas s'il avait continué à faire des films comme ça. Enfin, ciné indépendant. J'ai rien contre Star Wars, hein, j'ai vraiment rien contre Star Wars, mais comme Star Wars ça l'a tellement préoccupé et tellement aussi, je pense que ça l'a aussi dégoûté le premier Star Wars. Je crois que c'est de nature un peu commune, vraiment le premier Star Wars l'a vraiment dégoûté de la réalisation, et que sur la préquel il était absolument, il parlait pas aux acteurs, enfin c'est pas un truc qu'il aime faire quoi. Ah, c'est vraiment c'est comme énormément de réalisateurs et de réalisatrices comme que ce soit Matrix, comme ça, où au final on sent vraiment la technique. Pas forcément la technique, mais l'univers en fait qui nous dépasse en fait. C'est l'univers qui devient presque trop grand pour soi, et on se retrouve soi-même perdu de l'univers qu'on a soi-même créé, et en fait toute notre carrière ne tourne qu'autour de ça. Mais pour le coup, je me dis quand même que sur American Graffiti, j'ai pas l'impression que ça a été fait par un mec qui a pas aimé faire ça.
Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est, clairement. comment dire, il a aimé, enfin, c'est bien joué, c'est super bien dirigé, enfin, il y a des moments de, tu sens que c'est un peu des moments d'impro où ça divague ça et tout, mais c'est vachement bien mis en scène. Et enfin, quand on parlait, voilà, l'utilisation du son, de la musique, tout ça et tout, c'est quelqu'un qui aime faire du cinéma, de la technique, et franchement, j'aurais vraiment aimé voir qu'est-ce que ça aurait donné s'il n'avait pas poursuivi dans les scénarios, ce qu'il a très bien fait, Indiana Jones, Willow, tout ça, etc. Mais... Bien sûr, mais c'est surtout que de base, George Lucas, outre le fait qu'il voulait faire un film purement autobiographique, etc., pensait vraiment son film comme une sorte de documentaire fictionné, on peut le dire. Bah oui, plein de gens à l'époque dans les critiques saluaient surtout le fait que c'était une reconstitution historique et sociale impressionnante, American Graffiti. Bah, moi hier, enfin en le revoyant, vraiment j'avais l'impression, j'arrivais pas, parce que des fois ça m'arrive quand je vois des films des années 80 ou des années 90 qui se passent dans d'autres époques, de temps en temps je m'imagine, dès que le réalisateur dit couper, les mecs ils partaient et puis ils allaient fumer des clopes, enfin tu sais j'imagine, mais là j'arrivais pas... un univers en fait qui évolue. J'arrivais pas à imaginer que derrière la caméra, il y avait des techniciens qui avaient des cheveux super longs, qui étaient au look hippie, puisqu'on était en 73 et que des gens étaient habillés comme ça. J'imaginais pas voir des gens en pas de def, enfin tu vois. Et pourtant c'était comme, enfin j'avais vraiment pas l'impression que le film avait été réalisé dans les années 70 quoi. Et vraiment j'ai l'impression que c'est un film qui a une capture d'un moment en 62, 50, enfin c'est... C'est vrai que t'as vraiment l'impression que c'est un film contemporain de ce qu'il filme, alors que... après ça c'est l'avantage des films d'époque, c'est qu'ils vieillissent moins bien non, ils vieillissent mieux, pardon, que les films... Enfin, American Graffiti vieillit beaucoup mieux que n'importe quel John Hughes des années 80. Bien sûr. Et d'une part il y a ça, et puis je pense que c'est surtout parce qu'en fait, on se rend quand même compte que le film, quand bien même, en fait, le fait que ce soit un film qui soit très cyclique dans le parcours de ses personnages, c'est que c'est d'une part une justification scénaristique, mais on sent aussi que c'est pas non plus un film qui a eu un énorme budget. Il me semble que c'était quoi ? Il me semble que c'était 770 000. Voilà, c'est ça, donc c'était vraiment pas élevé. Et du coup, en fait, on a... Le film est très avare, enfin, est très avare en matière de gros moyens, et donc on a très souvent des scènes très intimistes où on est uniquement en fait enfermé dans l'habitacle de la voiture. Au final, c'est que des dialogues, donc c'est... Mais du coup, en fait, c'est ce qui rend la chose assez contradictoire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est à la fois... La voiture est vue comme un milieu d'isolation, mais en fait, c'est quasiment là où tous les dialogues se créent, en fait. C'est là où tous les dialogues, que ce soit dans la voiture entre les plusieurs protagonistes, mais aussi d'une voiture à l'autre. De toute façon, c'est l'aspect paradoxal, je trouve, du lieu de la voiture, c'est que, comme tu dis, à la fois, c'est l'isolation, en plus, c'est des voitures qu'ils ont eux-mêmes customisées et tout ça, donc voilà, c'est à la fois ton petit espace à toi, et en même temps, c'est aussi l'espace que tu balances aux autres, et que tu montres aux autres, et c'est ton étendard, genre... À un moment, il y a deux personnages qui s'insultent, mais ils s'insultent pas entre eux, ils insultent leur voiture, genre t'as vu ta bagnole. Oui, exactement. Et c'est marrant, du coup, cet espace de la voiture qui est à la fois privé, très privé, et en même temps très public, puisque c'est ce que tu vas montrer en fait. Mais exactement, on le voit même quand justement, va y avoir, on a le personnage de Terry et de sa dulcinée. Où ils vont aller dans les collines, etc. et ils s'apprêtent à coucher ensemble, et en fait ils sont ils n'arrivent pas à coucher dans la voiture. Ouais, c'est ça, en fait ils n'arrivent pas à coucher dans la voiture alors que c'est censé être le lieu privé par excellence, et vont finalement s'en échapper en fait, parce que comme si vraiment l'aspect social en fait de la voiture, c'est comme c'est la voiture de Steve en plus. Voilà, en plus. Tu sens qu'il est en mode non, je vais pas coucher dans la voiture de mon pote parce que ce serait bizarre. Voilà, exactement. Et puis voilà, en fait, c'est comme si l'espace en fait était tellement l'espace de la voiture était devenu tellement public en fait dans cette culture là que en fait c'est dans ce genre de moment là en fait qu'il faut au contraire s'en échapper. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il sort de la voiture qu'il la perd quelque part. Oui, il s'est fait voler comme un con. Hey man, I'm sorry if I scared you. You're gonna have to do one hell of a lot more than that to scare me. Yeah, but looking all over for you, man. Didn't nobody tell you I was looking for you? Hey, I can't keep track of all you punks running around here backwards. Hey, you're supposed to be the fastest thing in the valley, man, but that can't be your car. It must be your mama's car. I'm sort of embarrassed to be this close to you. Yeah, well, I'm not surprised driving a field car. Field car? What's a field car?
Your car runs through the fields, drops cow shit all over the place to make the lettuce grow. That's pretty good. Hey, I like the color of your car there, man. What's that supposed to be? Sort of a cross between piss yellow and puke green, ain't it? Well, you call that a paint job, but it's pretty ugly. I bet you got to sneak up on the pumps just to get a little air in your tires. Well, at least I don't have to pull over to the side just to let a funeral go by, man. Oh, funny. You know what? Your car's uglier than I am. That didn't come out right. Après, je pouvais ajouter un peu, sur l'aspect, encore une fois, historique. Non, mais sur l'aspect, comment American Graffiti a impacté après sur le genre du teen movie. Parce Déjà, que, il a créé les types. Ouais, il a créé les types, c'est ça, les types. C'est un peu résumé à un personnage, on sent pas vraiment les clics. Parce que je pense que après c'était pas forcément un truc des années 60, vraiment les clics, je pense que c'était voilà. Mais on sent déjà, voilà, il y en a un clairement, le Terry qui est. Terry, c'est ça? Oui, c'est Terry. Ouais, Terry qui est le geek, nerd. Le nerd, le geek, la sorte de star un peu populaire de lycée, surprenant, je me souvenais pas, c'est Ron Howard. Ah oui, c'est Parce que Ron Howard a toujours été après dans Happy Days, c'était le geek quoi, genre. Happy Days d'ailleurs, qui est genre une. Ouais, j'ai tout inspiré de. Je sais même pas comment ils ont pu créer Happy Days sans avoir un procès de Lucasfilm. Mais du coup, non, on sent déjà ça un peu. Et aussi, ça a une figure assez étonnante, c'est le personnage principal, Kurt, qui est un peu. Justement, qui divague un peu de groupe à un autre, etc. Il est des fois avec des gens très populaires, des fois avec des nerds, tu sais pas, avec le mec qui a redoublé 6 fois, John, enfin... Il va même se retrouver d'ailleurs avec le gang de... Ouais, le gang des gang de malfrats, où elle se retrouve à faire un casse, enfin pas un casse, mais un sale coup, etc. Enfin c'est ça, c'est vraiment lui... Kurt, il sait pas où il va. Mais voilà, c'est ça, je me rends compte que c'est le mec sympa, que tout le monde au final aime bien, personne, enfin tu vois, genre il est pas forcément très populaire ni forcément non populaire, mais il est un peu là, il divague. Ouais, c'est l'archétype du personnage principal. Ouais, c'est ça. Pas très, enfin si, il est défini, mais. Bah il est là, mais après vraiment, je pense que c'est vraiment un peu la figure de George Lucas, qui observe quoi, qui est très observateur. Mais après, je me demandais aussi, je me demandais si, est-ce que c'est un peu le problème de tous les teen movies, parce que tous les teen movies sont réalisés par des adultes, concrètement, des gens qui ont passé l'âge de l'adolescence, et je me disais, est-ce que George Lucas nous montre son adolescence, enfin il y a une volonté nostalgique de montrer son adolescence, ou au contraire il y a un côté très fantasme de dire, c'est l'adolescence que j'aurais aimé avoir. Et ça, c'est une question qu'on pourra pas avoir. Et je pense John Hughes, c'est pareil. Hein. À nouveau, je reviens au personnage de John où je parlais tout à l'heure. John, je pense, donc cette espèce de loup solitaire, je pense qu'il représente justement ce mec qu'on n'est pas mais qu'on veut être parce qu'il est super badass et tout. Et c'est lui qui a la plaque d'immatriculation THX 138. Ah oui. Donc je pense qu'il y a un truc intéressant à ce niveau-là aussi, au fait que peut-être que George Lucas avec cette plaque aussi du coup peut nous dire j'aurais bien aimé moi être cette espèce de personnage un peu de film américain de loup solitaire et tout ça. Oui, je pense pas que George Lucas était forcément... Enfin, je pense qu'il c'est un loup solitaire. solitaire. Je pense que c'était Kurt, mais qui voulait être John. Je pense pas que c'était le mec qui avait les voitures et les filles. Je pense plutôt que c'était le loup solitaire du côté de Terry, à mon avis, mais... Ah, je pense pas, non. Ouais, bah, je pense pas à mon avis, je pense surtout que chaque personnage, en fait, est une sorte de parcelle, en fait, de sa personnalité, carrément. En fait, mais une version... Ouais, comme une version un peu... comment je pourrais dire, une version plus morcelée, en fait de... Ouais, voilà, c'est ça, une version morcelée de ses personnalités, mais de manière suffisamment abusive en fait pour qu'on fasse des personnages à part entière finalement. Mais le film a ouvert la voie aux teen movies, que ce soit d'un point de vue thématique comme on l'a dit, dans la manière dont il approche l'adolescence, etc. Mais aussi d'un point de vue purement commercial. Parce que ça a été le premier, enfin on l'a dit, le film a coûté 770 000 $, ce qui est absolument ridicule pour maintenant, mais même pour l'époque, je crois que c'était vraiment pas des masses. Et il en a rapporté, je crois que c'est plus de 140 millions, j'avais noté. Oui, c'est ça, oui, quasiment. Qui est genre avec qui est à un an près, comme Les Dents de la Mer, c'est à un an près le film le plus rentable de l'histoire du cinéma américain. Donc c'est avec en plus des nominations aux Oscars, etc. Donc il y a vraiment une respectabilité qu'il y a eu pour ce genre, et puis pour les studios qui se sont dit ah ouais, en fait c'est pas con d'investir là-dedans, et après il y a eu American College qui a été fait quelques années après, qui pareil a rapporté 200 millions de $.
Et qui pareil se déroule dans les années 60 aussi, qui est très nostalgique. Il a une respectabilité et je pense aussi, c'est surtout que c'est vraiment le genre de film qui a vraiment atteint ce statut culte finalement. C'est vraiment à un tel point où vraiment il est devenu un peu l'emblème d'une génération. Alors de laquelle? Est-ce que c'est la génération des années 60, 70, ça plutôt je dirais, je pense plutôt du côté du Nouvel Hollywood malgré tout. Mais ça reste une œuvre qui a vraiment, impacté en fait l'époque à laquelle elle était sortie. En tant que film majeur du Nouvel Hollywood. Et ce qui est d'autant plus ironique du fait que, à cause de son petit budget et à cause de son caractère en fait pas très commercial au niveau de son histoire, il me semble que en fait Universal, une fois que le film était fini, il l'a laissé sur les étagères pendant quasiment 6 à 9 mois, vraiment avant de se décider de sortir parce qu'il fallait bien. Et finalement, ça aurait été un pari gagnant pour eux, mais... Mais non, mais c'est complètement dingue. Enfin, c'est assez dingue de se dire que c'est ce petit film-là qui est pas forcément très connu, comme tu l'as dit au début, qui est pas forcément très connu, qui a lancé ce sous-genre un peu du teen movies plutôt mélancolique, pas la grosse farce, etc. Mais même les grosses farces, au final, si on a pu faire des teen movies très commerciaux, c'est un peu grâce à American Graffiti. Et que ce soit. C'est le film de George Lucas que les gens connaissent. Pas le moins, parce qu'il en a fait vraiment des obscurs avant, mais quand même, c'est pas le premier film que sur lequel les gens se penchent, et je pense que ce serait bien que le film gagne un peu en respectabilité, et puis même qu'il se fasse pas oublier, quoi. Là, je pense on a déjà dit pas mal de choses sur American Graffiti. Alors, si on en parle de ce film-là, contrairement à ce qu'on avait teasé en plus il y a à peu près 2 mois de ça, 2-3 mois de ça je crois, mais bon, ça ne fait rien. Évidemment, on a parlé d'un film qui n'avait strictement rien à voir, on est bien d'accord. Mais si on parle de American Graffiti, c'est tout simplement parce qu'il y a tout récemment, Rimini Edition vient de sortir une nouvelle édition Blu-ray du film, dans un nouveau master, et qui est surtout une édition très intéressante à acheter puisqu'il contient un making-of du film de pas moins 1h15, qui revient justement sur l'ensemble de la construction du film. Alors en soi, le making-of n'est pas tout nouveau, il était déjà sorti sur quelques éditions Blu-ray des années précédentes, je crois qu'il était sorti même sur peut-être quelques éditions DVD durant les années 2000, mais au moins ça vous permet de voir American Graffiti dans de bonnes conditions, parce que, autant vous dire, pour ma part, j'ai vu en DVD, le master est dégueulasse. Donc, si vous voulez le voir dans de très bonnes conditions et admirer tout l'aspect esthétique auquel tient si bien Hugo, dans ce cas, je ne peux que vous conseiller ce nouveau packaging. Bon, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée ou de soirée, et une très bonne fin d'écoute. Et on vous dit à bientôt, et rendez-vous au prochain épisode. Salut. Salut.